La virgule fait le point sur ce qui est sans doute la plus grande demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Une double confrontation juste indescriptible, c'est comme ça que j'ai décidé de la qualifier. Pas supporter, aucune des deux équipes n'est enfouie dans mon cœur, pourtant t'es devant ce match-là et t'es complètement pris, t'es transcendé par ce que proposent les deux équipes. À gauche Inzaghi, à droite Hansi Flick. L'ancien coach du Bayern ne retrouvera pas son fief de l'Allianz Arena, il ne disputera pas la finale de Munich, lui on sait qu'il est invaincu en finale, mais pour conserver ce titre, il faut aller en finale, et c'est Simone Inzaghi qui conduira ses hommes pour une deuxième finale de Ligue des Champions en l'espace de 3 ans, et c'est exceptionnel ce qui est capable de produire cet entraîneur, souvent dans l'ombre de son frère. Et aujourd'hui c'est lui qui rayonne, mais par sa voix, son caractère, son charisme, et surtout ce qui se passe dans son cerveau, ces tactiques qu'on va pouvoir essayer de décrypter. C'est pas facile, parce que déjà je suis à chaud là, je suis au petit matin au moment où je fais cette vidéo, et quand je vous parle d'émotion, c'est quand même dur d'analyser un match où tu cries, où t'as chaud, où il se passe des choses dans ton cœur, mais on va quand même tenter de s'y atteler. Et le match il a commencé, et surtout il s'est joué là, pas sur cette accolade, mais sur le bras de fer que se sont livrés les deux entraîneurs. Ça a été une véritable bataille que j'ai pris plaisir à regarder, que je vais prendre plaisir maintenant à vous raconter. Ça commence par la composition. Honnêtement, au vu de la deuxième mi-temps qu'on a eu au match aller, je pensais vraiment que Gérard Martin allait commencer sur le banc. Il a quand même fait un bon match contre Valladolid, il a été décisif, hein. Il va l'être 2 fois ce soir, donc Hansi Flick a bien eu raison de le titulariser. Honnêtement, moi je serais parti sur Araujo en centrale gauche et Inigo Martinez à gauche, qui m'avait fait une belle impression au match aller, une belle deuxième mi-temps. Oui, l'Inter poussait moins, mais bon, il avait fait le boulot. Finalement non, on reconduit la même équipe. Ferran préféré à Lewandowski, on sait que le Polonais n'est pas à 100%, il est rentré pour quelques minutes, en tout cas c'est ce que pensait Hansi Flick, jusqu'à ce que Acerbi t'emmène en prolongation, mais on va avoir le temps d'y revenir. Ferran, qu'on n'a pas tant vu, hein, on l'a plus vu au cours du match aller, plutôt dans le dur, mais on va avoir le temps d'en reparler. Côté Inter, pas de surprise, hein, le fameux 3-5-2 bien classique, Thuram, Lautaro devant, pas de surprise, on va pas s'y atteler. Quand je vous dis qu'on a eu un combat, c'est de la première minute de la phase aller à la phase retour, à ce match retour complètement dingue, où tout le monde s'est donné à 100%. C'était vraiment un match de haut niveau, et ça a commencé dès l'entame du match, dès le premier but de Di Marco. On l'a vu longtemps à la peine, on aura le temps d'en parler défensivement au match aller. Par contre, là, offensivement, il est dans un secteur qui est étonnant quand tu es piston, sauf quand tu es à l'Inter. L'Inter, on sait que il faut combler les trous, il faut courir, il faut te dépenser. Et là, il voit tout de suite, c'est qu'on a Frenkie de Jong qui donne un ballon à Dani Olmo, et il va tout de suite essayer de manger l'espace parce qu'il sent bien qu'il y a un coup à jouer. Lautaro, Thuram sont très hauts, ils sont même en position de hors-jeu. Par contre, t'as Dumfries, t'as Mkhitaryan, t'as Barella, t'as même Çalhanoğlu qui sont dans la zone. Il y a sans doute un coup à jouer si jamais la balle qui arrive dans les pieds de Dani Olmo est un peu molle, ou si Dani Olmo se trompe. Et oui, c'est ce qui va se passer. L'Espagnol va tenter de se retourner. C'est mal communiqué, en tout cas de la part de ses partenaires. Il n'a pas senti la chose arriver. Et Di Marco va tout de suite récupérer le ballon. Et dans un espèce d'éclair de génie, il a tout vu. Di Marco, il a tout vu. Dumfries ne sait même pas ce qu'il compte faire. Que Di Marco a décidé que le piston néerlandais devrait couper. On dirait que c'est Jordi Alba, mais non, c'est pas Eric Garcia. Qui c'est qu'on a? Bon, c'est pas grave, c'est Inigo Martinez qui va pas pouvoir suivre son vis-à-vis extérieur du pied, et elle passe juste à côté de Frenkie de Jong, était tout de suite en position de frappe, très intelligemment joué, comme si il jouait à FIFA. Il fait la belle petite passe PES au bon Lautaro Martinez, qui va pas se faire prier pour évidemment prendre complètement de vitesse le gardien polonais Wojciech Szczesny, et ça fait 1-0, complètement asphyxié dans ce début de match par le réalisme de l'Inter. C'était aussi le cas au match aller. Au match aller, le Barça dominait encore davantage, mais là ils sont à la maison, ils sont à Giuseppe Meazza. On va avoir le temps de reparler de l'ambiance qu'il y a, et ils commencent de la meilleure des manières. Il faut quand même revenir sur un petit peu Lautaro Martinez. Il était dans le dur, on le sait, au moment d'enfiler les crampons aujourd'hui, parce que il était sorti sur blessure, il n'avait pas joué jusque-là, il jouait quasiment sur une jambe, on l'a vu fatigué, il est même sorti plus tôt que d'habitude. On sait que Lautaro, ce capitaine, ce warrior en général, il termine les matchs de l'Inter, et là, il a décidé de tenir sa place, tenir son rang. Il en avait besoin, Simone Inzaghi, que son capitaine soit là pour pousser et pour marquer. Mais derrière, c'est pas lui qui va offrir le deuxième but, c'est Çalhanoğlu sur un péno. C'était l'image de tout à l'heure que je vous montais quand on parlait d'un véritable duel.
Et ben voilà, on est à la 45e minute, il y a déjà 2-0. C'est sans vous rappeler le scénario du match aller, pareil, à Montjuïc. Par contre, le Barça poussait beaucoup plus, mais on est dans le même scénario. On est dans un scénario où le Barça a quand même la main mise sur le ballon, domine, propose de plus belles choses, mais ils sont tués par le réalisme, par le sang-froid vraiment interiste. C'est ce qui caractérise cette équipe. Sur la double confrontation, il y a 9 tirs cadrés, 7 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point Szczęsny ne peut rien faire face à la qualité des interistes, du football italien. Mais en face, t'as un bijou, t'as un mec qui surnage complètement, qui est sans doute actuellement le meilleur joueur du monde, qui est le seul à pouvoir faire ce qu'il fait. Il est en train de terroriser absolument toutes les défenses, c'est Lamine Yamal. Il avait terrorisé Di Marco à l'Euro, rappelez-vous. Il avait terrorisé Di Marco au match aller. Cette fois, Di Marco a plutôt tenu son rang et il a fait pour moi une Nuno Mendes face à Mohamed Salah. Au match aller, il s'est fait bouffer. Pourquoi? Parce qu'il laissait le temps à Lamine Yamal de s'organiser. Il le poussait à devoir s'activer. Là, il a décidé qu'il n'aurait pas le temps de jouer, Lamine Yamal. Il a essayé comme il a pu. Bien sûr que Yamal l'a plus ou moins devancé au cours des duels. Il a décidé de le prendre le plus tôt possible. Dès qu'il avait le ballon, dès qu'il recevait le ballon, Di Marco mettait une pression, que ce soit dans le dos, que ce soit avec ses pieds, que ce soit à l'épaule, pour montrer hey, « je suis là, tu vas pas passer ». Il est passé plusieurs fois, mais il a fait un petit peu comme a fait Nuno Mendes avec Mohamed Salah. Si je le laisse courir, si je le laisse vivre, je vais rien pouvoir faire. Si je prends un carton jaune rapidement, je vais encore moins pouvoir défendre avec mon corps, je vais encore moins pouvoir faire parler mon métier. Donc il a décidé de lui mettre la pression le plus tôt possible. Il a réussi. Il y en a un qui a un peu moins réussi, c'est Carlos Augusto, qui avait fait par contre une bonne entrée au match aller. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Les 10 premières minutes ont été très rudes. Il prend son carton jaune assez vite après une tentative de passement de... Non, c'était pas un passement de jambe, c'était... je sais plus quel dribble, mais ça avait fait mouche évidemment côté de Lamine Yamal. Et du coup, forcément, obligé de faire faute pour éviter les multiples contre-attaques. C'est pas sur une contre-attaque que les Barcelonais vont revenir, mais c'est évidemment sur un petit caviar de Gérard Martin. Je peux vous dire que je suis le premier à le critiquer. Par contre, ce soir, il a fait le boulot. Alors défensivement, c'est pas Sergio Ramos qui lui était capable de jouer sur le côté. Non, c'est un petit peu plus léger. Par contre, offensivement, il est capable de donner de très bons ballons. Si on revient un petit peu sur cette action-là, en fait, c'est Dani Olmo. C'est Dani Olmo qui va aller prendre l'espace et va aller gêner Di Marco. Si vous voulez mon sentiment, je pense même que c'est à lui qu'était destiné ce centre. Et je pense que Dani Olmo pensait... Je pense qu'il pense pouvoir la jouer. Et finalement, elle est plus longue. Il vient la prendre plat du pied et il vient l'envoyer pleine lucarne. C'est un but qui me rappelle un peu celui de Presnel Kimpembe, un des rares buts qu'il a mis au PSG, où c'est un défenseur qui vient dans cette surface faire mal, faire mouche, avec un plat du pied sous la barre bien fort. Et ça m'a rappelé ce genre de choses. Eric Garcia qui s'offre un premier but. C'était déjà son deuxième en Ligue des Champions. Lui qui joue pas tant. Il était à rien de s'offrir un doublé. Regardez-moi cette image, elle est exceptionnelle. Il est droitier, ok, pas de souci, mais là tu dois la mettre. Là tu dois fusiller la cage. Il est quasiment au 6 mètres, Barella est trop loin, Acerbi est trop loin. Il reste, on se dit, allez, pas Sommer qui peut faire une Iker Casillas. Il va la faire parce que le ballon est quand même en hauteur, mais il est parfait pour Sommer qui a tout lu et il vient quasiment la capter. C'est juste sensationnel ce qu'a fait le gardien suisse. On va avoir longuement le temps d'en reparler dans toute la largeur de sa palette. Il a été sensationnel, mais là, Eric Garcia doit faire mieux, doit commencer à tuer le match, parce que si tu mets ce deuxième but, derrière, c'est plus du tout la même chose, même si, attention, ce deuxième but, il va arriver assez vite. Et là, encore une fois, le Barça joue beaucoup sur les centres. De toute façon, le Barça, notamment contre l'Inter, leur faculté à se créer des opportunités ont été souvent les mêmes. Lamine Yamal, quand on a plus trop les opportunités, on lui donne la balle et on espère un coup de génie, sinon des centres. Des centres. Parfois Pedri, qui évidemment est capable de décaler à gauche, à droite, sur Rafinha de temps en temps, notamment en deuxième mi-temps. Mais c'est souvent sur des centres que ça a fonctionné. Pourtant, Lewandowski, le meilleur joueur dans les duels aériens côté barcelonais, n'était pas là. Mais il y en a un qui est en train de se faire oublier, c'est Dani Olmo, qui tout à l'heure s'était fait avoir par le centre un peu trop long de Gérard Martin. Cette fois, je pense qu'il en est bien, il est bien pour lui. C'est encore une fois Gérard Martin qui va envoyer ça. Il y a une espèce de cafouillage. Je pense que Augusto est certain que le ballon va arriver par là, donc il veut garder son vis-à-vis. Sauf que Bastoni, lui, l'entend pas de cet avis-là, et il est aussi dans la zone. C'est toujours facile de refaire l'histoire après.
il doit soit y avoir Mkhitaryan qui descend en plus, soit Carlos Augusto qui doit lâcher un des joueurs pour venir combler derrière. Mais je crois que c'est simplement trop bien joué de la part du Barça et il vient envoyer un coup de tête là où Sommer ne peut absolument rien faire. Il a beau tenir la baraque le temps d'un moment. En espace de 5 minutes, on est à la 60e, le Barça revient d'une manière, c'est exactement la même qu'on avait vu contre Manchester City. Rappelez-vous la tête de Joao Neves, il se fait oublier. Dani Olmo a mis un peu le même but, c'est un joueur qu'on n'attend pas du tout dans les duels aériens. Il se fait oublier au deuxième poteau pour venir fusiller cette cage-là. Mais côté Barça, certes on revient, certes on a à chaque fois, 2 fois de suite, la capacité de revenir au score. Par contre, quand tu es confronté à un mur, quand tu es confronté à de la suffisance, et c'est bien normal, quand mentalement tu te dis que tu dois marquer pour revenir, forcément tu as le supplément d'âme. Une fois que tu es à 2 partout, t'es pas obligé de te mettre autant dans le rouge, t'es pas obligé de prendre tant de risques parce que tu es au score. Certes, il y a Giuseppe Meazza, ça pousse, mais bon, le boulot tu l'as fait. Et par contre, il y en a un qui va faire le boulot, c'est Yann Sommer, qui encore une fois, quelques minutes plus tard, sur cette frappe de Lamine Yamal qui a été juste sensationnelle. Je pense que individuellement, on est aussi sur l'une des plus grandes performances sur des phases à élimination directe, en plus en demi-finale. À 17 ans, c'est juste dingue. Mais en face de lui, à 36 ans, le portier suisse qui avait fait faire des cauchemars à la famille Rabiot, à la famille Mbappé, surtout après les embrouilles et le pénalty raté pendant l'Euro. Il vient cette fois-ci s'opposer d'une main, mais d'une fermeté, j'aimerais pas me la prendre, à la frappe de Lamine Yamal. Et je peux vous dire que c'est pas la seule fois où il va devoir sortir les gants et s'employer. On est encore une fois à la 86e minute. Et pour une fois dans ce match-là, pour une fois dans cette double confrontation-là, le Barça va passer devant. À noter que avant ce match-là, l'Inter avait été mené sur toute la phase de Ligue des Champions pendant 11 minutes. Il va falloir rajouter seulement 6 minutes, donc on pousse la brèche à 17. L'Inter Milan est en finale de Ligue des Champions et a été mené seulement 17 minutes sur toute la campagne. Mais bon, ils vont prendre un but parce que Pedri est un magicien du football. La passe, elle est lumineuse qui arrive dans les pieds de Rafinha. Dumfries, je pense que là, il pense pouvoir couper la ligne de passe. Il est trop court. Et il y en a un autre qui est trop court. Je crois que c'est Darmian là, qui est rentré. Il est trop court pour remplacer Bissek. Il est déjà quasiment sur la même ligne. Sauf que Rafinha, il a un boulevard devant lui. Heureusement pour Darmian, il est obligé de jouer sur le pied gauche. On sait que Rafinha est à l'aise des 2 pieds, mais pourquoi il est obligé de jouer sur le pied gauche? C'est avantageux pour l'Inter parce que du coup il a l'angle fermé. Forcément là si tu as le pied droit, tu as tout le côté gauche de Yann Sommer d'ouvert. Là il n'a pas le choix, il est obligé de tenter la frappe pied gauche. Un peu de réussite, mais on voit Darmian, il est en retard. Il est en retard, il tacle, le ballon est déjà parti. Il est en retard, un petit peu de réussite, ça revient après la parade de Sommer sur ce même Brésilien Rafinha. Et derrière, il fait mouche du pied droit. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre de la non-réactivité, de la non-réaction d'Acerbi. Écoutez, le ballon va tellement vite que je pense que de 1, il se dit j'ai pas le temps, j'ai 37 ans, je vais mettre un but dans quelques minutes, laissez-moi faire. Je pense aussi qu'il a peur tout simplement de l'envoyer contre son camp, parce que là, le geste pour la sortir, il faudrait envoyer le pied et la tourner vite vers le but adverse. Très dur. Et peut-être qu'il se dit que Ferran, sans le vouloir, va la toucher, donc le but va être refusé en question pour position de hors-jeu. Et il se dit aussi peut-être, parce que ça va tellement vite, qu'elle va peut-être sortir, qu'il y a peut-être un poteau. Alors, le poteau, il n'est pas tout de suite, il arrivera un petit peu plus tard, donc doucement, mais il y en a un qui était à fond sur le banc, c'est Simone Inzaghi, et je crois que quand je le voyais s'exciter comme ça, je me disais, mais le football, c'est un sport que tu vis avec le cœur, et parfois, c'est simplement ça le foot, c'est simplement les émotions. Je crois qu'on ne peut pas tout le temps tout analyser dans ce double confrontation là. Au bout d'un moment, ça sortait du réaliste. Il y a une part de folie, il y a une part de quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, d'un stade qui pousse, d'une folie qui est en train d'émaner de la part des supporters. Même un peu de réussite parfois, et c'est exactement ce qui va se passer sur encore une fois Lamine Yamal, une frappe qui va envoyer. Et on est, je sais, à la 92e et 5 secondes. Il vient envoyer une frappe sur le poteau. Mais on se dit pas de souci à ce moment-là. Lewandowski est rentré. Il reste à peine 2 minutes. Je fais un poteau. Bon, c'est pas grave. J'aurais pas marqué sur le match retour. Bon, pas grave. Sauf que regardez ce qui se passe 40 secondes plus tard, même pas 35 secondes plus tard. Denzel Dumfries, à qui il faudra faire une statue devant San Siro de Giuseppe Meazza.
est là, et qui c'est qui est en position quasiment de numéro 9? C'est Acerbi, c'est Francesco Acerbi, 37 ans, qui a fait la moitié des clubs d'Italie, qui s'est retrouvé à l'Inter parce que ce mec joue avec les tripes et une équipe emmenée par Inzaghi doit avoir l'image de son coach là-haut. Et ben je peux vous dire que Acerbi, là, il vient tout donner. Il reste 2 minutes pour tenter de marquer. Et qu'est-ce qu'il vient de nous envoyer? Il vient de nous envoyer un but sous la barre, un véritable but d'attaquant à la Gonzalo Ramos, à la Agüero, à qui vous voulez. Par contre, j'ai quand même envie de revenir sur le marquage. Là, c'est Araujo qui est rentré, que je vous rappelle, moi je voulais faire starter. Quelle bourde. Araujo, je juge quasiment volontaire sur les 2 prochains buts de l'Inter. Ok, Acerbi est un joueur très physique qui utilise son corps, mais bon, on n'est pas sur l'élite des attaquants européens et tu dois le devancer. Tu dois le devancer. Tu peux pas le laisser déjà venir manger l'espace au premier poteau sans agir. On voit qu'il y a ses bras autour, mais c'est pas les bras qu'il faut gérer, mon gars. On n'est pas au handball, on est au foot. Là, c'est ses pieds que tu dois gérer. Et il vient t'envoyer un plat du pied qui est imparable, qui arrive à 1000 à l'heure et qui vient donner des ailes à cette équipe, à ce stade. C'était juste exceptionnel ce qui était en train de se passer à Giuseppe Meazza. On est arrivé à un moment de foot où il n'y a plus de calcul et c'est simplement des émotions. C'était vraiment une communion entre une ville, entre des supporters et entre le cœur d'une équipe qui n'a pas de star, qui n'est pas l'équipe la plus riche, mais qui par contre va tout donner sur le terrain. Et il y en a un autre qui a tout donné, qui a même marqué un superbe but au match aller en moins de 30 secondes, c'est Marcus Thuram. J'ai pas réussi malheureusement à trop vous montrer d'images de son match, parce que c'est rarement mis en lumière ce que fait Marcus Thuram, mais c'est ce fameux rôle de point d'appui. Et l'Inter en a grandement besoin quand surtout tu as un Lautaro à côté, même un Taremi. On louera l'entrée de l'Iranien, si je me trompe pas. Il a été excellent dans la faculté à toujours être une solution à Barella, à Sommer, et surtout dans sa volonté en tout cas sa volonté de faire progresser le jeu et de capturer le ballon pour, là c'était Hakim Min-Jae, mais l'empêcher d'être redonné aux mains des Barcelonais. Et c'est aussi ce qui va amener le but de Fratesi. On est au moment où Taremi renvoie la balle à Fratesi, mais ce qui se passe juste avant, on a un rush de Marcus Thuram qui vient complètement fausser la défense. Et j'ai décidé de m'arrêter là-dessus. Pourquoi? Parce que regardez le positionnement de l'Uruguayen, de Ronald Araujo. Il prend personne en fait. Parce que Gérard Martin était occupé à fixer Marcus Thuram qui était en train de faire un feu follet sur le côté. Et du coup, il prend personne parce qu'il a voulu venir pour faire un marquage à 2. Sauf que du coup, il prend plus Taremi. Et comment tu fais quand t'es pas au Koubarsi? Tu vas sur Fratesi, tu essaies d'empêcher une nouvelle passe, une remise à Taremi, c'est trop tard. Il la redonne à Fratesi. Et donc Araujo ne sert à rien. Et pour moi, c'est une faute. Tu dois garder ta zone, tu dois garder ton but. Quitte à laisser Marcus Thuram un peu progresser, au moins tu l'empêches de donner un ballon. Parce que finalement, de son pied droit, ici, Marcus Thuram, il ne peut pas faire grand-chose. Alors certes, là, t'as du monde, t'as des coéquipiers, mais t'as Dani Olmo qui est là, t'as Frenkie de Jong, t'as Hector Fort, il me semble, donc il rentre peut-être un petit peu après, mais t'as du monde. Mais non, ça suffira pas. Et là, on a le coup du sort qui va s'abattre sur le pauvre Koubarsi qui a déjà donné un penalty. Fratesi va hésiter, il sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Et du coup, la petite hésitation de Fratesi va obliger Koubarsi à se mettre, à faire don de son corps à la science, à mettre son corps en opposition. Sauf que malheureusement, c'est la pire chose à faire parce que du coup, il offre quasiment un angle de frappe à Fratesi qui lui va pas se faire prier. Regardez-le, le ballon est parti. Malheureusement, il est déjà quasiment au sol, Koubarsi. Donc, avec son corps, il fait la pire chose. C'est involontaire, malheureusement, mais il prend le moins d'espace. Il a donc très peu de chances de contrer le ballon et vient mourir à quelques centimètres du poteau. Mais par contre, cette fois-ci, contrairement à Lamine Yamal, à l'intérieur, dans le petit filet, complètement imparable. Regardez-le, le pauvre Pau Koubarsi, qui fait une double confrontation énorme, notamment au match aller, qui déclenche un penalty. Le penalty est dur. S'il fait pas ce tacle-là, il y a sûrement but derrière, donc dur de l'incriminer. Mais celui qui me pose problème, moi, c'est Araujo, qui a complètement perdu sa place de titulaire, mais qui, quand il rentre, est capitaine. Mais il a tout sauf l'étoffe d'un capitaine. Vocalement, dans ce qu'il transmet à ses coéquipiers, on sent parfois de la panique.
Demandez à Barcola l'année dernière ce qui s'est passé. Il vous racontera de belles choses. Et ça donne un but somptueux pour Fratesi. Fratesi qui va tellement hurler, va tellement aller communier avec ses supporters, qui va demander à l'arbitre, à Marcignac, de faire une pause parce qu'il a la tête qui tourne. Il était tellement rouge que je peux le comprendre. La dernière occasion qu'on va avoir côté Barça de très sérieuse, c'est encore Lamine Yamal. Et c'est un des reproches que je vais faire au Barça, de ne miser que sur lui, de ne miser que sur Lamine Yamal et ses 17 ans pour créer, pour passer, pour finir. Et ça, c'est un problème. Oui, c'est Lewandowski qui lève les bras pour avoir un ballon, sauf que t'es pas bien placé, parce que là, il y a une prise à deux, il est sur son pied gauche, il est donc dans l'obligation de frapper, sauf que derrière, t'as un monstre, t'as un Yann Sommer qui était pas des grands soirs, là, des soirs historiques. Je reproche un petit peu aussi à Rafinha son absence de présence dans les 2 premières mi-temps. Oui, il a été très bon en deuxième mi-temps au match aller, il a été bon en deuxième mi-temps au match retour, mais t'en attends plus d'un favori au Ballon d'Or. Il a marqué au match retour, il a quasiment marqué au match aller, mais dans la présence, dans la volonté, j'en attendais plus de sa part. Et forcément, voilà, une fois que le coup de sifflet final est donné, tout le monde va vers Inzaghi, parce que c'est le maître, c'est le magicien, c'est le maître de cette équipe, c'est le maître de cette ville. Je crois qu'il faut simplement reconnaître que cette équipe méritait sa place. Yann Sommer qui était très calme, c'était étonnant, il jouait avec élégance, un vrai Roger Federer, il n'est pas suisse pour rien. Par contre, une fois que le coup de sifflet final a été donné, il est venu relâcher la pression. Il était en larmes dans les bras de Pavard, mais j'ai quand même envie de revenir sur certains profils côté Inter Milan qui ont complètement fait balancer la balance tout bonnement et donner la qualification à l'Inter Milan. Dans un premier temps, Bastoni qui a été très bon au match aller mais qui a été sensationnel au match retour. Sa première mi-temps est d'un niveau complètement dingue défensivement. Il a peut-être pas la plus belle découpe de cheveux, par contre quand il s'agit de tacler, là il est numéro 1, et surtout dans le dépassement de fonction. Combien de fois est-ce qu'on l'a vu récupérer un ballon et comme il est en train de faire là, regarder le but et se dire ok, je suis pas pris, j'y vais, je vais soulager Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella de la création, de constamment devoir monter le ballon, trouver des solutions, d'être un point d'appui en moins. Là, il va monter pour permettre à un Barella d'être servi pour ensuite balancer devant. Et ça, c'est toute la modernité qui caractérise cette équipe. Et Bastoni qui est gentiment en train de devenir un des meilleurs centrales d'Europe. Et il a fait un match XXL. Il y en a un autre qui a fait un match et surtout une double confrontation hors du temps. C'est Denzel Dumfries, j'ai décidé de remettre cette image après le choc des Milan, où il tient en laisse Théo Hernandez. Bon, doucement avec notre Théo national, ça reste un excellent défenseur et latéral, mais la double confrontation de Denzel Dumfries, elle est exceptionnelle. Je vous donne une statistique, il est décisif sur tous les buts, hormis le péno. Et oui, malheureusement, c'est pas lui qui les tire, il est soit à la conclusion, soit juste avant à la passe décisive. Je vous rappelle qu'il est piston. Enfin, sa double confrontation, elle est juste sensationnelle dans sa volonté à crever l'écran, à manger les espaces, à toujours se projeter. Rappelez-vous, même au match aller, il y a un but qui est signalé hors jeu de quelques centimètres, qui était à la passe, qui est venu se tuer pour envoyer un caviar enroulé dans les pieds de son attaquant, mais c'était lui, et qui est même capable de marquer dans des positions mais dingues. Là, est-ce que c'est Zlatan Ibrahimovic contre Bastia, là, ou c'est Denzel Dumfries en demi-finale de Ligue des Champions à Montjuic, qui s'envoie un doublé, et qui va encore une fois être décisif au match retour. Franchement, on parle très souvent, il est juste là, de Jules Koundé, d'Achraf Hakimi, pour ce qui sont des meilleurs latéraux du monde. Alors Dumfries, est-ce qu'il est dans cette catégorie-là parce qu'il est piston? Oui, moi je pense que Dumfries, il fait complètement partie des meilleurs latéraux du monde. Il est évidemment dans le top 3, peut-être pas troisième, mais sa confrontation, sa double confrontation, elle est juste exceptionnelle et elle est vraiment à mettre à son crédit parce que c'est un joueur qu'on voit d'habitude plus pour sa densité physique. On rappelle de ses duels avec Théo Hernandez justement, où il s'envoyait au mastic, où il rentrait dans ses adversaires, mais ce mec a également une qualité de pied exceptionnelle pour servir et pour finir. J'ai aussi envie quand même de parler pour moi de ce qui est peut-être le cœur de cette équipe. Tu as besoin dans ce football moderne d'un joueur, d'un milieu de terrain capable d'être le métronome, d'être le créateur, d'être celui qui va dicter le tempo, qui va parfois calmer, qui va redistribuer, qui est capable de marquer.
l'Espagne à Rodri et Pedri, mais c'est surtout Manchester City qui a eu Rodri quand il n'est pas blessé et une Ligue des Champions et de nombreux titres en Première Ligue. Si le Barça en est là, c'est en grande partie grâce à Pedri, qui est un joueur fabuleux, qui est peut-être le meilleur milieu du monde. C'est même très certainement le cas, en tout cas cette saison. Là, il était fatigué. Je peux vous dire qu'après sa double confrontation, même s'il aura sûrement des larmes qui vont couler, il va bien dormir parce qu'il a tellement donné, il est tellement précieux. Il est quasiment, le Barça en est quasiment dépendant de lui et de Lamine Yamal. Je pense que c'est quand même dur d'oublier le nom de l'espagnol et j'allais dire de l'espagnol marocain, mais je crois qu'on dit pas comme ça. Mais c'est dingue à quel point il fait du bien à son équipe et c'est conditionné pour être une grande équipe. Il faut avoir ce genre de milieu de terrain. Vitinha en est également le fer de lance. Quand tu vois ce Paris Saint-Germain là, tu comprends que tu as franchi un cap quand tu as un milieu de terrain comme Vitinha qui est capable de calmer et surtout de voir le jeu à 360 degrés et te donner les meilleurs ballons dans les meilleurs tempos. Et pourquoi je vous parle de ces trois joueurs-là ? Parce que l'Inter a le sien, parce que l'Inter a Nicolo Barella qui est un joueur, mais c'est pas de classe mondiale, là c'est de l'élite, de l'élite, de l'élite du football mondial. Écoutez, il finit le match sur une jambe, mais Simone Inzaghi ne peut pas le sortir parce que Nicolo Barella, fatigué, sous crampe, avec des douleurs pas possibles, tout ce qui devait être en chaleur, complètement poussé par ce stade, le cœur qui devait battre, la tête qui devait penser à mille choses, il peut pas le sortir. Il peut pas le sortir parce qu'il est trop fort, il est trop intelligent, il a une trop bonne vision de jeu, il joue avec tellement de classe, tellement de naturel, il vise toujours le bon endroit et c'est pour ça que l'Inter Milan est aussi bon depuis autant de temps, parce que quand tu as réussi à prolonger un joueur de sa qualité, bah, il peut rien t'arriver, parce que quand Nicolo Barella a le ballon, il se passe très peu de choses qui ne vont pas. Et si l'Inter Milan en est là, bah, c'est en partie grâce à Nicolo Barella et grâce à tout ce qu'a pu mettre en place ce superbe entraîneur qu'est Simone Inzaghi, peut-être le meilleur du monde. Quand tu vois l'effectif, ils ont de superbes joueurs, mais c'est parce qu'ils sont transcendés par un collectif. Pourquoi est-ce que Marcus Thuram a beaucoup de mal en équipe de France ? Parce qu'il n'a pas ses repères, parce qu'il n'a pas son Lautaro Martinez, parce qu'il n'a pas son Taremi, et du coup il doit composer avec un autre football. Mais le football qu'a mis en place et qui est toujours en train de mettre en place Simone Inzaghi, c'est des équations, c'est des divisions, c'est des mathématiques, c'est chiffré, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Pourtant, on dirait que c'est une équipe qui court un petit peu dans tous les sens, dont le jeu pourrait même parfois sembler décousu. Non, il n'en est rien. Tout est calculé. Les joueurs jouent énormément sur la largeur. Il y a une volonté de faire participer tout le monde au jeu. Regardez qui va marquer. Acerbi va marquer. Qui est capable d'être à la passe décisive. Des latéraux qui sont capables de se transcender. Même des Bastoni qui sont capables de pousser le jeu quasiment à la surface de réparation. C'est une équipe collective et ça fait plaisir de voir une équipe qui vraiment en est une. Là, on parle pas d'individualité, il y a quasiment aucun joueur à chaque fois qui ressort vraiment des autres. Oui, il y a souvent Dumfries au match aller, mais ils se font dans un collectif dont le niveau est déjà très élevé. C'est ça qui est fabuleux à l'Inter, c'est que il n'y a pas de stars, mais parce que tu peux pas avoir véritablement de stars quand tu as tout le monde qui rayonne. Et oui, quand tu as des stars, c'est qu'il y a un joueur qui sort du lot. Et ça, en général, c'est parfois même pas bon signe. Et ça n'existe pas à l'Inter parce que tout le monde est concerné, tout le monde est fort, tout le monde joue bien, tout le monde joue avec le cœur. Et écoutez, ils m'ont fait vibrer. Je pense que vous aussi, peu importe dans quel camp vous étiez, voilà en tout cas ma petite analyse à chaud de comment est-ce que l'Inter Milan est venu à bout de ce Barça-là. Un Barça qui n'a clairement pas démérité. Là, il se tient un petit peu la tête sur mon image, le bon vieux flic. Il va pas avoir tant de maux de tête que ça. Ils vont sans doute aller chercher un deuxième titre, qui est la Liga. Ils ont déjà le Classico comme prochain match en tête. Mais bon, voilà, ça a fait beaucoup de dégâts, l'absence de Koundé, l'absence de Baldé et la qualité en face du football italien. Voilà, j'espère que mon analyse que j'ai fait un petit peu au dépoté, que j'ai essayé de modeler le plus rapidement possible pour essayer de vous partager mon avis, vous aura plu. Tout n'était pas parfait, j'en ai bien conscience, mais la fatigue joue. J'ai essayé en tout cas de vous transmettre ma passion de ce match-là, ma passion de ce football. Et c'est dans ce genre de soir-là que tu comprends que le football est le meilleur sport au monde. Qu'est-ce qui est capable de autant rassembler les gens, faire vibrer les gens, de les rendre tristes, de les rendre fous de joie, c'est bien le football.